SpaceX est désormais responsable de la mise en orbite de beaucoup plus de masse que le reste des agences spatiales du monde réunies. Imaginez bientôt avec le développement de leur prochaine génération de Starship Super Heavy, eh bien ce sera nettement une classe à part. Il s'agit non seulement de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais créée, mais elle sera également entièrement et rapidement réutilisable. Et le Starship est clairement le chaînon manquant entre les premiers jours des missions lunaires Apollo et les bases lunaires durables du futur. Et le Starship Super Heavy de SpaceX enverra des charges utiles et des humains sur la Lune afin d'aider à établir une base permanente. Et notre satellite naturel, eh bien, il est très convoité, mais jusqu'à maintenant, le temps que les astronautes ont passé à sa surface est très limité. La dernière présence humaine sur la Lune remonte à décembre 1972. Mais pourquoi y retourner? Il n'y a pas plus important sur Terre? Nous le savons depuis très longtemps, la Lune est la première étape de la conquête de Mars. Et scientifiquement, son intérêt est de s'installer au pôle Sud pour permettre des découvertes scientifiques et utiliser de la glace d'eau. Et la Lune offre donc un terrain d'essai réaliste pour tester les technologies martiennes. Mais la principale raison qui pousse les États-Unis à retourner sur la Lune, eh bien, c'est la Chine, parce que les Chinois, eh bien, ils ont un objectif bien clair, s'installer sur la Lune. Et les Américains ne veulent absolument pas la laisser à la Chine. Puis avec cette rivalité, eh bien, le retour de notre satellite naturel sera peut-être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Il y a quelques mois à peine, le président de la NASA, Bill Nelson, a souligné que la course vers la Lune est peut-être terminée depuis longtemps, mais que la course pour la Lune vient tout juste de démarrer. Et ici, on parle du présent, on parle du passé cette semaine. Ça faisait 66 ans que le satellite Sputnik inaugurait l'ère spatiale. Et du futur, bienvenue dans votre actualité spatiale. All engine running. Let's go. Autopilot activated. Le deuxième lancement du Starship Super Heavy approche à grands pas, puis certains ont encore des doutes sur la possibilité d'un lancement de Boca Chica au Texas. Mais je vais vous rassurer, il va avoir lieu. Par contre, SpaceX semble se tourner de plus en plus vers la Floride. Jusqu'à maintenant, en 2023, SpaceX a effectué énormément de lancements. Nous sommes rendus à 70. Cependant, cette cadence accrue ne les a pas ralentis dans d'autres aspects, tels que la mise à niveau de la rampe de lancement. Et 3 des 4 sections de la nouvelle tour d'accès des équipages du Space Launch Complex 40 ont été transportées jusqu'à la plateforme. L'ajout de cette tour permettra donc au vol en équipage de Dragon d'avoir lieu à partir du SLC 40 pour augmenter la flexibilité et libérer le complexe de lancement LC-39A pour d'autres missions, comme le Starship par exemple. Et récemment, la NASA a publié le projet d'évaluation environnementale pour l'agrandissement prévu et tous les signes indiquent que SpaceX souhaite effectuer dans le futur les opérations du Starship au Kennedy Space Center en Floride et prend des mesures pour le planifier à l'avance avant l'achèvement de l'évaluation environnementale qui pourrait encore prendre des semaines. Et n'oubliez pas que Boca Chica au Texas, c'est pour des tests. Donc, les vols réguliers, là, SpaceX pourra définitivement pas les faire au départ de Boca Chica. Il va falloir les faire au départ de la Floride. Et d'autres éléments d'intérêt sont présents dans le projet d'évaluation, notamment le désir d'élargir la chaussée de la NASA de 2,4 mètres supplémentaires, probablement pour le transport des véhicules Starship. Prends donc ton plus gros, on va mieux comprendre. Et pendant ce temps, au LC-39A, eh bien, SpaceX prépare sa prochaine fusée Falcon Heavy pour le lancement de la mission Psyché de la NASA vers la ceinture d'astéroïdes. Et l'entreprise a réalisé avec succès un tir statique et a ramené le véhicule dans l'hangar pour l'intégration de la charge utile. Et le lancement est actuellement prévu au plus tôt le jeudi 12 octobre. Et c'est toujours impressionnant de voir décoller et revenir les fameux boosters la Falcon Heavy. Et à l'extrémité du complexe de lancement et d'atterrissage, eh bien, un assemblage transportant les segments propulseurs de fusées à poudre, les fameux SRB du système de lancement spatial pour la mission Artemis 2, a été vu garé dans la zone d'évitement. Et 2 des voitures, chacune abritant un segment SRB arrière, ont été transportées vers l'installation de rotation, de traitement et de surtension, où les techniciens installeront les buses et les jupes sur chacun des segments arrière avant de les emmener à l'assemblage du véhicule. Et quand on parle de la SLS, la merveilleuse fusée de la NASA qui va ramener les astronautes autour de la Lune, là, Artemis 2, eh bien, quand on parle des SRB, c'est les 2 réservoirs ici en poudre qui sont de chaque côté. Là. Ils servaient pour la navette spatiale. Mais ils ont été agrandis là, pour la fusée SLS.
Et le Mobile Launcher 1 reste sur la plateforme du complexe de lancement 39B pour subir des vérifications de système et des répétitions en vue du lancement d'Artemis 2. Et ML2 qui est destiné à prendre en charge Artemis 4 et au-delà, ben, il est toujours en construction. Et avec une structure de plateforme qui devient de plus en plus apparente. La NASA progresse lentement mais sûrement dans son retour sur la Lune avec le programme Artemis. Et cette fois, ce sera une présence soutenue avec une base lunaire à long terme. Oui, la Lune est riche en ressources physiques destinées à l'industrie et au commerce et constitue également un environnement parfait pour s'habituer à vivre véritablement dans l'espace et à fonctionner dans une gravité qui n'est pas celle typique de 1 G ou 9,81 mètres par seconde. Ça, c'est l'accélération avec la Terre. Et de nombreuses réalisations sur la Lune seront directement transférées sur Mars ou ailleurs. Et si notre objectif à long terme est de devenir une espèce multiplanétaire, alors quel que soit les coûts et les risques, une présence durable et à long terme sur la Lune est vitale. Et la surface lunaire, ça, c'est pas évident pour les humains. Premièrement, la Lune est verrouillée par les marées. Elle tourne exactement une fois autour de son axe au cours de son orbite d'1 mois autour de la Terre. Puis ça fait une journée et une nuit d'environ 2 semaines. Ce qui crée des fluctuations extrêmes de la lumière et la chaleur, ce qui rend difficile la régulation de la puissance et de la température. Il y a certains avantages en matière de communication si une base se trouve sur la face proche de la Lune, toujours en face de la Terre. Mais si nous voulions une base sur la face cachée, elle serait toujours dans l'obscurité radio, à moins d'avoir des réseaux de satellites. Et de plus, la Lune n'a pas d'atmosphère ou de magnétosphère qui pourrait aider à absorber et à rediriger le rayonnement mortel émis par le Soleil ou le rayonnement constant provenant du rayonnement cosmique galactique. Et en raison du manque d'atmosphère, il n'y a aucune protection contre les impacts de météorites. Par contre, pas d'atmosphère égale pas de météo terrestre compliquée. Seulement des radiations avec une faible chance de bombardement d'astéroïdes. Nous n'avons également que l'équivalent d'un 6e de la gravité terrestre. Puis ça rend le travail dans cet environnement totalement unique et extrêmement difficile. Juste marcher sur la Lune, c'est vraiment extrêmement difficile. Oui, pour se déplacer à une vitesse réelle. Mais un astronaute doit faire des bonds ou des sauts. Et malgré que le programme Apollo avait prouvé que c'était possible de vivre sur la Lune pendant quelques jours, aucune étude n'a été réalisée sur l'exposition à long terme de la gravité lunaire sur le corps humain. Et la poussière de la Lune ou régolithes devra également être prise en compte. L'astronaute d'Apollo 17, Harrison Schmitt, a affirmé « Ah, ça sent la poudre à canon ici ». Et tous les astronautes d'Apollo ont eu le fameux rhume des foins lunaires au cours de leur mission. Et contrairement à la poussière sur Terre, la poussière lunaire ne subit aucune érosion ni altération. Elle est donc très abrasive et régulière. Et composée principalement de silicates fins et pointus, imaginez respirer. Si jamais il y a de la poussière qui rentre à travers les combinaisons, c'est vraiment mauvais. Et de plus, il retient très bien la charge statique, ce qui le rend vraiment collant. Imaginez le décollage et l'atterrissage maintenant. Et les gaz d'échappement des fusées vont propulser des roches puis de la poussière à des vitesses fulgurantes. Sans un moyen approprié de réduire ou de récupérer les débris, vous ferez essentiellement pleuvoir des éclats d'obus à grande vitesse partout. Et ça, c'est pas un problème si vous allez sur la Lune une seule fois, mais à l'arrivée au départ d'une base lunaire établie, ça, c'est une autre chose à gérer. Et ensuite, vous devez également vous rappeler que pour les missions initiales, il y a une absence totale de ressources pour nous maintenir en vie sur la surface. Les astronautes auront donc besoin d'une industrie installée sur la surface lunaire pour approvisionner directement la base en eau, oxygène, carburant et matériaux de construction. Bref, c'est pour bientôt, mais il reste beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des équipes du monde entier qui travaillent sur le projet lunaire. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? E.T. téléphone maison. Maison. Sommes-nous encore loin de voir la première base lunaire prendre forme? Il est gros en ton Starship. Imaginez le booster. Puis on peut même l'ouvrir, hein? Nous le savons, la Chine travaille sur le matériel pour une potentielle base lunaire. Et du côté de la NASA, le programme Artemis prévoit de créer une présence soutenue sur la Lune. Mais on va se le dire, le plan actuel répond à peine à ses spécifications. Un équipage de 2 à 4 personnes en orbite lunaire, mais il faudra attendre Artemis 9 dans environ 10 ans pour qu'un seul module d'habitation en surface pour 4 équipages soit proposé. La construction d'une base lunaire permanente, ça peut pas se faire du jour au lendemain, non.
Il nous a fallu 13 ans pour construire entièrement l'ISS en orbite terrestre basse. Alors imaginez l'ampleur du projet lunaire. Nous devons être patients. Nous aurons tout d'abord besoin de réapprovisionnement constant de la Terre. Nous aurons besoin d'extraire de la glace d'eau du régolithe lunaire pour obtenir de l'eau et de l'oxygène. Puis en raison de l'abondance de cratères ombragés en permanence et de l'accès potentiel à l'eau qu'ils contiennent, cela nous conduit au pôle sud de la Lune. Une partie de ces régions n'a pas reçu de lumière solaire depuis des milliards d'années. Et certains endroits étaient aussi froids que moins 203 degrés Celsius. Il fait plutôt froid, mais ça signifie que la glace d'eau a moins de chances de sublimer, puis il devrait donc être trouvé en concentration beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, le cratère Shackleton est l'un des principaux sites potentiels pour trouver de l'eau, et nous sommes déjà en train de créer des cartes des environs pour planifier notre arrivée. Et comme vous pouvez le constater, le contraste entre le jour et la nuit est ici encore plus extrême, avec certains cratères plongés dans une obscurité, certains n'étant jamais très loin du plein soleil. Et c'est pratique car nous pourrions trouver un emplacement de base à l'abri de la lumière directe du soleil, avoir une source de glace d'eau à proximité, également à proximité d'une zone qui reçoit de la lumière du soleil la plupart du temps. Et la NASA travaille sur des mini-centrales électriques à fission de surface pour trouver une énergie supplémentaire lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible. Et toute cette technologie, je peux vous dire qu'elle est utile pour une future base martienne. Et la NASA a l'intention d'utiliser la robotique pour effectuer autant que possible le gros du travail et la construction initiale de la base. Et pour les missions humaines de longue durée, il est préférable de passer moins de temps en surface et d'envoyer un rover ou un robot effectuer toutes les tâches. Pourquoi pas? On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. United Launch Alliance, ou ULA, a lancé 2 prototypes du projet Kuiper d'Amazon. Ça, c'est une constellation de 3200 satellites qui devrait prendre place au cours des 6 prochaines années. Une fusée Atlas V transportant les satellites a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride et les a déposés en orbite terrestre basse environ 18 minutes plus tard. Et le lancement a été retardé de 6 minutes suite à une alerte indiquant que sa trajectoire serait passée trop près d'un autre objet dans l'espace. Ça, c'est pas rare. Il s'agissait du 99e lancement d'Atlas V et du 8e vol de la fusée dans sa configuration 501 après ses débuts en avril 2010. Kuipersat 1 et Kuipersat 2 permettent à Amazon de tester les systèmes spatiaux et terrestres du projet Kuiper à une altitude de 500 km avant le début de la production à grande échelle l'année prochaine. Et le prochain lancement de ULA, ça sera une fusée Vulcan, au plus tôt en décembre. Et je peux vous dire que la fusée Vulcan, on l'attend, on en a des projets pour elle. Amazon a réservé 8 des 17 fusées Atlas V restantes avant la transition de ULA vers Vulcan et la société a également réservé 38 vols Vulcan, 18 lancements d'Ariane 6 depuis Ariane Space et jusqu'à 27 missions New Glenn depuis Blue Origin. Ariane 6 et New Glenn connaissent également d'importants retards de développement et comme la Vulcan, ils n'ont pas été encore lancés et Amazon doit déployer au moins la moitié des 3236 satellites proposés d'ici juillet 2026. Et les satellites restants, 3 ans plus tard. Et Amazon a publié quelques détails sur les satellites du projet Kuiper. Le vaisseau spatial grandeur nature du projet Kuiper pèse plus de 500 kg, cherchant à répondre aux besoins en haut débit des clients, et la société a dévoilé 3 prototypes d'antennes en mars. Allant de la taille du lecteur de livres électroniques Kindle d'Amazon, qui promet des vitesses allant jusqu'à 100 mégabits par seconde à un appareil de 48 cm sur 76 cm, capable d'atteindre 1 gigabit par seconde. Il est prévu que Kuiper 1 et Kuiper 2 testent les systèmes spatiaux qui seront utilisés sur des engins spatiaux opérationnels, y compris la manière dont ils se connectent aux terminaux et l'infrastructure au sol nécessaire pour les prendre en charge. La semaine dernière, la société espagnole PLD Space a lancé leur première fusée suborbitale. Et malgré une altitude inférieure à celle prévue, la société a déclaré le premier vol de succès. La fusée Miura 1 de la société a décollé le 6 octobre du centre d'expérimentation d'El Arenocío, un site d'essai situé dans le sud-ouest de l'Espagne et exploité par l'Institut national de technologie aérospatiale du pays. Et la fusée a suivi une trajectoire suborbitale pendant 306 secondes avant de s'écraser dans l'océan Atlantique. Et la société travaille actuellement à récupérer la fusée dans l'océan. Celle-ci a atteint une altitude de 46 km, mais devait initialement atteindre 80 km. Donc, elle a décollé, mais pas monté aussi haut qu'elle aurait dû monter.
PLD Space n'a pas initialement révélé pourquoi Miura 1 n'avait pas atteint son altitude prévue, mais a qualifié le vol de succès, déclarant que le véhicule avait atteint tous les objectifs techniques liés à ses performances. Le directeur du lancement de la mission a d'ailleurs déclaré que la société avait modifié la trajectoire pour des raisons de sécurité en abaissant l'apogée et en augmentant la partie de la trajectoire pour atténuer la zone touchée en cas de panne du véhicule. Et les performances de tous les sous-systèmes du véhicule étaient nominales, sans aucun écart ni dégradation significative de la trajectoire. Et la société considérait Miura 1 comme un démonstrateur technologique pour son petit lanceur Miura 5 qui est en développement actuellement. Miura 1 contribuera à valider 70% de la conception et de la technologie prévue pour Miura 5. Et en passant, je suis pas certain que Miura ça se dit comme ça, désolé pour les Espagnols si vous suivez les traductions sur la chaîne, mais la compagnie prévoit effectuer le décollage de Miura 5 en 2025 depuis la Guyane française. Arranque motor. Que no despegue, Miura 1 despegue. Rampa libre. No hay incendios en rampa. Rampa perfecta. Tema 20. Cette semaine, mes amis, ça faisait 66 ans que le satellite Sputnik inaugurait l'ère spatiale et terrorisait l'Amérique. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique inaugurait l'ère spatiale avec le lancement de Sputnik, le premier satellite artificiel au monde. Lancé dans le cadre de l'année géophysique internationale ou AGI, Sputnik pesait environ 83 kg et tournait autour de la Terre toutes les 90 minutes, envoyant un signal que les opérateurs radio-amateurs du monde entier pouvaient surveiller. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, parle, le smart. Je pensais que tu mettais le bip bip. Ah, Where they're so ironic, are they atomic? Those funny missiles have got me scared. Le lancement de Sputnik a surpris les États-Unis, déclenchant une course à l'espace entre les deux pays et chaque superpuissance cherchant à atteindre la supériorité absolue de l'espace. Et les États-Unis ont relevé le défi en lançant leur propre satellite et en créant la NASA pour superviser leur programme spatial civil. Et la compétition a conduit au développement rapide des capacités spatiales des deux pays en envoyant d'abord des animaux puis des humains dans l'espace et 12 ans après le lancement de Sputnik, en faisant allunir les premiers hommes sur la Lune. Les États-Unis et l'Union soviétique ont déclaré leur intention de lancer un satellite artificiel lors de l'année géophysique internationale. Ça, c'est un effort multinational d'études scientifiques approfondies de la Terre et de son environnement organisé entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958. Et du côté de l'Union soviétique, eh bien, le concepteur Sergei Korolev a dirigé les efforts visant à concevoir et à construire le premier satellite artificiel et la fusée pour le lancer. Et il prévoyait d'utiliser la fusée R7 construite comme un missile balistique intercontinental pour placer un satellite scientifique en orbite avant la fin de 1957. Et lorsque le développement de ce satellite complexe prit du retard, eh bien Korolev conçut et construisit rapidement un satellite beaucoup plus simple. Et bien que la fusée R7 ait subi quelques échecs catastrophiques au cours de son développement, un dernier vol d'essai réussi en septembre 1957 a ouvert la voie au lancement du premier satellite artificiel au monde. Et le 4 octobre 1957, eh bien l'Union soviétique annonçait la mise en orbite autour de la Terre d'un satellite appelé Sputnik, inaugurant ainsi l'ère spatiale. Et le lancement a eu lieu depuis un site désormais connu sous le nom de Cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan soviétique. Oui, le grand étage central de la fusée a également atteint l'orbite, puis en raison de sa réflexivité, mais la plupart des observateurs l'ont vu plutôt que le satellite Sputnik était beaucoup plus petit. Et Sputnik lui-même ne transportait aucun instrument scientifique, seulement un émetteur qui envoyait un signal bip bip que les observateurs du monde entier pouvaient surveiller. Les batteries de Sputnik se sont épuisées le 26 octobre et celui-ci est rentré dans l'atmosphère terrestre le 4 janvier 1958. Aux États-Unis, les réactions au lancement de Sputnik ont été marquées par un choc énorme, oui, et ont conduit à des audiences au Congrès qui ont finalement abouti à la création de la NASA en 1958. Et fort du succès du premier satellite, l'Union soviétique a eu une autre surprise. Oui, le 3 novembre 1957, moins d'1 mois après le lancement de Sputnik, une autre fusée R7 décollait de Baïkonour, transportant cette fois un chien nommé Laika, le premier animal à orbiter autour de la Terre. Et l'équipement de survie dont Laika avait besoin rendait Sputnik 2 beaucoup plus lourd que son prédécesseur. On parle de 508 kg contre 83. Et en raison du manque de temps de développement, les ingénieurs n'avaient pas développé de système pour récupérer Laika, ni même conçu le système de contrôle environnemental pour prendre en charge une mission de longue durée. Laika n'a peut-être survécu que quelques heures après avoir atteint son orbite. Et le 10 novembre, les batteries du satellite ont expiré et la réception des données des expériences scientifiques a également cessé. Sputnik 2
a brûlé lors de sa rentrée le 14 avril 1958. Près de 3 ans se sont écoulés avant que l'Union soviétique ne remette des animaux en orbite, ramenant cette fois tout l'équipage en toute sécurité sur Terre. Les États-Unis ont mené 2 efforts distincts pour placer un satellite en orbite, puis à la suite des 2 lancements de Sputnik ont accéléré les 2 programmes. Le premier, dirigé par l'Académie nationale des sciences, a utilisé le Vanguard. Ça, c'est une fusée à 3 étages développée par le laboratoire de recherche navale pour placer en orbite un minuscule satellite d'environ 0,15 mètres ou 6 pouces, ne pesant que 1,3 kg. Et le 6 décembre 1957, à Cap Canaveral, en Floride, eh bien, le Vanguard Test Véhicule 3, ou TV3, s'est élevé d'environ 1 mètre seulement dans les airs, mais le moteur principal de la fusée a perdu sa poussée et est retombé sur la plateforme, explosant dans une énorme boule de feu. Quel échec des États-Unis! La force de l'explosion a libéré le satellite Vanguard, mais bien que les équipes au sol l'aient récupéré, il a été trop endommagé pour être réparé en vue d'une autre tentative de lancement. Et la deuxième tentative américaine de lancement d'un satellite impliquait l'Agence américaine des missiles balistiques, ou l'ABMA, à Huntsville, en Alabama, puis le Jet Propulsion Laboratory, le JPL, à Pasadena, en Californie. Et en 84 jours, sous la direction de Wernher von Braun, l'ABMA a ajouté un 4e étage à une fusée Jupiter-C pour créer la fusée Juno, capable de transporter un satellite en orbite, tandis que l'équipe du JPL, dirigée par William Pickering, développait le satellite appelé Explorer 1 ou Explorer 1 avec James Van Allen, fournissant les instruments scientifiques. Mais attention, tout le monde dit que ça a été vite, mais il était déjà prêt en réalité. Explorer 1 a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral le 31 janvier 1958. Et le satellite pesait environ 14 kg, dont 8 kg d'instruments scientifiques composés d'un détecteur de rayons cosmiques, de 5 capteurs de température et de 2 détecteurs de micrométéoroïdes. Et le détecteur de rayons cosmiques a indiqué un nombre de rayons cosmiques beaucoup plus faible que prévu. Et Van Allen, qu'on connaît bien, a affirmé que des particules énergétiques chargées provenant principalement du Soleil et piégées par le champ magnétique terrestre avaient saturé l'instrument, l'amenant à donner de fausses lectures. Et la découverte de ces ceintures de radiation piégées, baptisée par la suite en l'honneur de Van Allen, a été l'une des découvertes scientifiques les plus notables de l'événement. Explorer 1 a continué à enregistrer et à transmettre des données jusqu'à ce que ses batteries s'éteignent le 23 mai 1958. Et la compétition entre 2 groupes distincts pour développer et mettre en orbite indépendamment le premier satellite américain a contribué à la reconnaissance de la nécessité d'une organisation civile unique pour gérer le programme spatial américain. Et le 16 juillet 1958, le Congrès a adopté la Loi nationale sur l'aéronautique et l'espace de 1958. Et le président Eisenhower l'a signé le 29 juillet, créant ainsi le National Aeronautics and Space Administration, ou NASA. Et l'agence a ouvert ses portes le 1er octobre 1958. À chaque semaine ou presque, je réponds à une question Cosmos. Puis dernièrement, nous avons appris que notre étoile, le Soleil, c'est pas le coupable du réchauffement climatique, mais plutôt la solution. Mais cette semaine, on va laisser de côté la Terre un peu, puis on va faire un voyage à travers l'univers. Oui, le vrai cosmos. Et je vous pose cette question. Avec ce ciel étoilé dans un univers toujours plus mystérieux, croyez-vous que notre niveau de connaissance est suffisamment avancé? Par rapport à ce que nous aurons découvert dans le prochain 1000 ans? Écoute, moins vous saurez de choses, et mieux ce sera. Il y a plus de 2000 ans dans la ville d'Alexandrie, qui doit son nom à son fondateur, Alexandre le Grand, les souverains grecs qui héritèrent de la partie égyptienne de l'Empire d'Alexandre bâtirent une immense bibliothèque ainsi que son académie. Et avant ou après cette époque, des gouvernements qui dépensaient autant de leur produit intérieur brut pour acquérir de nouvelles connaissances, ça c'était impensable. Les autorités fouillaient tous les navires qui faisaient escale à la recherche de livres susceptibles d'être recopiés et archivés dans la plus grande bibliothèque du monde. Et c'est dans cette bibliothèque Ératosthène, ça c'était l'un des directeurs de la bibliothèque, calcula avec précision la circonférence de la Terre. Et il posa également les fondements de la géographie. Et vous connaissez Pythagore et Hypatie, ils ont tous passé par cette bibliothèque. Euclide exposa les préceptes de la géométrie dans un ouvrage qui fait toujours autorité depuis 2300 ans. L'Ancien Testament nous vient en grande partie des traductions grecques réalisées ici. Les manuscrits originaux des chefs grecs en matière de théâtre, de poésie, de sciences, d'ingénierie, de médecine et d'histoire. Toutes les connaissances naissantes de la civilisation antique étaient conservées dans cette bibliothèque. Et il y avait dans cette bibliothèque entre 500 000 et 1 million de manuscrits, c'est pas rien.
Mais imaginez la chance que nous avons aujourd'hui. Tous ces documents ne représentent qu'une infime fraction des informations auxquelles nous avons accès aujourd'hui avec Internet. Notre propre bibliothèque numérique d'Alexandrie. À l'époque, c'était très différent car les connaissances étaient exclusivement réservées à l'élite. Et aujourd'hui, c'est très différent, positivement, mais quand même, il faut faire attention à ce qu'on regarde sur Internet. Le stéréo de mon père est très puissant. Quoi? Ton père est impuissant? Ça, c'est dommage. Non, ce que j'ai dit... Non, j'ai pas dit ça! Mais étant donné qu'à l'époque, c'était juste l'élite, ça n'a pas plu au peuple, et au 4e siècle après Jésus-Christ, la foule a mis le feu à la bibliothèque et détruisit les grandes œuvres classiques de l'Antiquité. Puis ça, c'était vraiment pas drôle. Il n'y a malheureusement pas eu assez de monde pour défendre la connaissance. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Mes amis, avec nos belles soirées d'automne, je vous suggère de sortir dehors, de regarder le ciel et de choisir une étoile. N'importe quelle parmi les centaines de milliards d'étoiles de notre Voie lactée, et qui n'est qu'une des 100 milliards de galaxies de l'univers connu. Des dizaines de planètes et de lunes tournent en orbite autour d'elle, mais supposons que sur l'un de ces astres vive une espèce intelligente parmi les 10 millions de formes de vie de cette planète, et que certains individus, un sous-groupe de cette espèce, pensent qu'ils ont tout compris, que leur monde est le centre d'un univers conçu pour eux, qu'ils savent tout ce qu'il faut savoir à son sujet et que leur connaissance est absolue. Ok, c'est intéressant, mais que penserez-vous d'eux? Nos ancêtres croyaient que l'univers avait été créé pour eux. C'était logique de supposer que la Terre, c'était son centre. Et c'était facile à croire parce que le Soleil et les étoiles semblent tourner autour de nous. On dit encore que le Soleil se lève, ça c'est normal parce que nos mythes et nos rêves datent de cet âge pré-scientifique. Et si j'avais un globe terrestre de l'époque d'avant Christophe Colomb, je peux vous dire qu'il serait vraiment très différent. Le premier globe terrestre était à la pointe du progrès. Puis en 1492, vint Martin Béhaim. Comme tous les autres, il pensait qu'il y avait 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, séparés par le vaste océan mondial. Il n'y avait aucune idée de l'existence de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. C'est sérieux ça, en 1492. Wow! Puis c'était les plus brillants de l'époque. Martin Béhaim en savait beaucoup plus sur son monde, la Terre, que nous n'en savons sur le nôtre, l'univers. Et en parlant de l'univers, connaissez-vous l'histoire de la découverte des rayons cosmiques? En 1912, Victor Hess effectua une série d'ascensions dans le ciel et découvrit un nouveau type d'énergie, la radioactivité. Cette énergie était produite par certains éléments comme le radium, mais elle était également présente dans l'air loin des minéraux radioactifs. Mais d'où provenait cette étrange énergie? Hess pensait qu'elle pouvait venir au-dessus de la Terre et pour tester sa théorie, il emporta des détecteurs de radiation en haute altitude. Puis avec un ballon à hydrogène, il atteignit une altitude de 5000 mètres. Et à 5000 mètres, je peux vous dire, en montgolfière, c'est très froid puis il n'y a pas beaucoup d'air. Et c'est à ce moment qu'il découvrit que le rayonnement était 2 fois plus fort qu'au sol. Ceux-ci venaient donc de l'espace. Et certains scientifiques pensaient que les rayons provenaient peut-être du Soleil. Et Victor Hess fit donc coïncider une de ses ascensions avec une éclipse solaire, mais l'éclipse n'avait aucun effet sur le rayonnement mesuré. Les rayons étaient aussi forts la nuit que le jour. Ils venaient bien de l'espace, mais pas du Soleil. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les vents solaires ne voyagent pas aussi vite. Bref, malgré son mauvais raisonnement, il avait quand même découvert les rayons cosmiques, une pluie de particules subatomiques qui parcourent l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Et sans l'atmosphère terrestre, il serait mortel. Parce qu'il y a certains rayons cosmiques qui possèdent autant d'énergie qu'une balle de fusil. Une balle de fusil. La radioactivité des minéraux terrestres, comme l'uranium, vient de la désintégration des atomes, mais les rayons cosmiques étaient d'une nature différente. Ils étaient bien plus puissants que tous les éléments connus dans le monde. Mais qu'est-ce qui pouvait produire ce rayonnement? En 1933 arrive Fritz Zwicky, qui découvre que certaines étoiles s'embrassent pendant plusieurs semaines pour devenir aussi brillantes que toute leur galaxie puis s'éteignent. Zwicky est alors le premier scientifique à comprendre ce phénomène. Selon lui, la mort d'une étoile massive se passe de cette façon. Elle se pulvérise à travers l'espace. Il baptise cette sorte de mort stellaire une supernova. Il prédit que l'étoile mourante passe d'un diamètre d'environ 1,6 million de kilomètres à seulement 15 kilomètres. Et son cadavre serait alors si dense qu'un grain de matière aurait le poids de la grande pyramide d'Égypte. C'est pas rien ça. Et comme ils sont presque entièrement constitués de particules subatomiques appelées neutrons, Zwicky baptise ces objets bizarres des étoiles à neutrons. Et 35 ans après qu'il prédit leur existence, les astronomes commencent à en découvrir. On les appelle des pulsars quand elles tournent rapidement sur elles-mêmes et émettent des pulsations régulières d'ondes radio. Et les supernovas et les étoiles à neutrons produisent une grande variété de rayons cosmiques, mais pas ceux qui sont les plus chargés en énergie.
l'énergie. Et les scientifiques ne savent toujours pas d'où ils proviennent. Et Fritz Zwicky émet également l'idée que la force gravitationnelle d'une galaxie déformait le tissu spatial qui l'entoure à la manière d'une lentille. Et cela amplifie la lumière émise par les galaxies observées en arrière-plan. Et depuis la Terre, les astronomes perçoivent alors plusieurs images de la même galaxie lointaine, comme vues dans un miroir déformant. Et 40 ans après ces prédictions, nous avons également pu vérifier ce phénomène. Et Zwicky fit encore une autre découverte dans les années 1930. En étudiant le super amas de Coma, il remarqua que ces galaxies se déplaçaient de façon étrange. Elles tournaient bien trop vite, si vite qu'elles auraient pu s'éparpiller à travers l'espace. Étant donné que la somme totale des étoiles de toutes ces galaxies avait une gravité bien trop faible pour maintenir la cohésion, il devait donc y avoir autre chose pour les lier les unes aux autres. Et cette mystérieuse matière manquante devait peser environ 50 fois plus que les étoiles elles-mêmes. Mais à l'époque, personne ne prêtait attention à cette hypothèse. Dans notre système solaire, la planète la plus proche du Soleil, Mercure, tourne beaucoup plus vite que la planète la plus éloignée, Neptune. Et ça, c'est logique parce que plus on pousse ou on tire fort sur un objet, plus vite il se déplace. La force gravitationnelle du Soleil diminue avec la distance, donc les planètes les plus éloignées se déplacent plus lentement. Donc tous les astronomes s'attendaient à ce que les étoiles les plus éloignées du centre de leur galaxie se comportaient de la même façon. La plupart des étoiles sont concentrées au cœur de leur galaxie, donc leur gravité collective devrait attirer les autres étoiles, comme le Soleil attire les planètes. Mais dans les années 1970, quand l'astronome Vera Rubin a étudié la galaxie d'Andromède, elle découvrit que les étoiles externes n'obéissaient pas à cette loi, contrairement aux planètes externes du système solaire. Les étoiles externes de cette galaxie tournaient tous à la même vitesse que les étoiles internes et elles se déplaçaient bien plus vite. Et après avoir observé 60 galaxies, tous semblaient violer la loi de la gravitation universelle, un des principes fondamentaux de la physique. Mais c'était pas Newton qui s'était trompé en édictant sa loi sur la gravitation, vraiment pas. Vera Rubin venait de découvrir qu'un élément massif et invisible forçait les étoiles à tourner rapidement. Et puis quelqu'un se souvint de ce vieux Fritz Zwicky et de son inexplicable force gravitationnelle des amas de galaxies qui avait baptisé matière sombre ou noire, si vous préférez, en 1933. Et c'était le début d'un nouveau cosmos. Ben oui. Il est impossible d'observer la matière sombre ou noire. Nous voyons simplement sa puissante force gravitationnelle qui fait tourner plus vite les étoiles et les galaxies visibles. Et sa composition, c'est un mystère de plus. Et Rubin avait prouvé l'existence d'un univers invisible 10 fois plus massif que celui que nous pensions connaître. À imaginer nos connaissances de la mer cosmique se limitaient au début de la vague. Tout ce qui était en arrière, c'était de l'inconnu, puis tout était en arrière en réalité. Notre galaxie est la Voie lactée avec ses centaines de milliards d'étoiles et ses nuages de gaz et de poussière, la matière des anciennes et des futures étoiles, plus environ 100 milliards d'autres galaxies comprenant des milliards de billions de planètes, de lunes et de comètes. Tout ça, ça représente que 5% de l'univers réel. Wow! Il existe un mystère encore plus grand que la matière sombre ou noire. Oui, on appelle ça l'énergie noire ou l'énergie sombre, qui constitue la majeure partie du cosmos et entraîne son expansion. Et ce sont les supernovas de Fritz Zwicky qui nous ont permis d'en découvrir l'existence. Dans le scénario classique, une étoile brûle tout son combustible nucléaire, puis elle est refroidie et s'effondre brusquement sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. Et l'étoile rebondit enfin dans une explosion massive, laissant la place à une étoile à neutrons ou à un trou noir. Et étant donné que la masse de l'étoile d'origine peut être extrêmement variable quand elle devient supernova, sa luminosité maximale peut également varier. On ne peut donc pas déterminer sa distance à la Terre en fonction de sa luminosité. Une supernova relativement proche peut paraître aussi brillante qu'une autre plus puissante mais plus lointaine. Mais il existe un autre type de supernova qui dégage toujours la même énergie et elle marque le violent mouvement final d'une étoile géante et une naine. Tandis que les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre en orbite serrée, la géante perd ses couches externes de gaz au profit de la naine. Et quand ce poids supplémentaire devient trop lourd à supporter, la naine explose comme une gigantesque bombe thermonucléaire. Et pendant quelques semaines, l'éclat de ces supernovas rivalise en intensité avec la lumière émise par l'ensemble des étoiles de leur galaxie. Et ce type de supernova libère toujours la même quantité d'énergie. Elles sont environ 5 milliards de fois plus brillantes que notre Soleil. Et grâce à nos grands télescopes, on peut les voir scintiller dans les galaxies lointaines aux confins de l'univers observable. Et toutes ces supernovas ayant à peu près la
la même luminosité, constitue un outil idéal pour mesurer les distances qui nous séparent des régions les plus éloignées de l'univers. Et les astronomes les appellent les chandelles standards. Et en 1929, Edwin Hubble découvrit que l'univers était en expansion et les galaxies s'éloignent les unes des autres. Nous avons appris plus tard que cette expansion avait commencé il y a quelques 14 milliards d'années lors de l'explosion qui donna naissance à l'univers. On l'appelle le Big Bang. Les scientifiques ont supposé que son rythme d'expansion ralentissait en raison de l'attraction mutuelle de toutes les galaxies de l'univers. Et s'il y a suffisamment de matière noire ou matière sombre, sa force gravitationnelle finira par stopper l'expansion de l'univers et celui-ci se repliera sur lui-même. Il finira alors par s'effondrer totalement dans un Big Crunch. En revanche, si l'univers contient moins de matière sombre ou noire, son expansion se poursuivra sans fin en ralentissant peu à peu. Mais selon les scientifiques, l'expansion ne ralentit absolument pas, au contraire, elle s'accélère. Wow! Et ça signifie que l'univers continuera à s'étendre jusqu'à la fin des temps. Il semble qu'il existe une force mystérieuse dans l'univers qui surpasse la gravitation à si grande échelle qu'elle fait se dilater le cosmos. Et l'essentiel de l'énergie de l'univers est contrôlé par cette force inconnue qui porte le nom d'énergie noire ou énergie sombre. Et ce terme, comme celui de matière noire ou matière sombre, n'est qu'une formule qui masque notre ignorance. Et ça, c'est vraiment pas gênant. Mieux vaut admettre notre ignorance que de croire à des réponses qui pourraient être fausses. Et en prétendant tout savoir, ça nous prive de nouvelles découvertes. Mes amis, nous sommes qu'au début de ce merveilleux voyage à travers le cosmos. Mes amis, croyez-le ou non, c'est pas une nouvelle technologie de pointe qui fait le plus avancer notre compréhension des confins de notre système solaire, mais une vieille machine dotée d'un ordinateur de bord archaïque. Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA, qui est vieux de 45 ans, accumule les records, et son jumeau Voyager 2 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace stellaire. En gros, il faut plus de 21 heures à la NASA pour envoyer et recevoir des signaux radio avec Voyager 1, couvrant une distance de 23 milliards de kilomètres, contre environ 20 minutes pour envoyer un signal radio vers Mars. Et c'est étonnant de penser qu'on peut encore communiquer avec une antenne de 3,7 mètres sur une distance aussi immense, mais c'est encore plus incroyable si l'on considère que les sondes s'appuient sur une technologie qui fait aujourd'hui partie d'un musée. J'aimerais mettre un commentaire. Faites venir l'appareil. L. O. L. C'est vrai que c'est drôle. Et je suis mort de rire. Bien que les Voyager 1 et 2 aient été initialement construits pour une mission de 5 ans visant à explorer Jupiter, Saturne et leurs plus grandes lunes, bien les scientifiques et les ingénieurs ont réfléchi à une conception qui permettrait aux sondes de tenir plus longtemps. Et pour rappel, après avoir atteint tous ces objectifs initiaux sur Jupiter et Saturne, bien l'équipe de la mission Voyager a ajouté des survols d'Uranus et de Neptune ainsi qu'un long voyage à travers les limites de notre système solaire afin d'étudier l'influence du Soleil. C'est le début et la fin. En gros, c'est la fin de notre système solaire avec le début de l'espace interstellaire. Mais quelle est la source de leur carburant? Eh bien, chaque sonde est équipée d'un générateur thermoélectrique radioisotopique de longue durée qui convertit la chaleur du plutonium en décomposant les isotopes en énergie électrique. Et chaque générateur était capable de produire 157 watts d'énergie électrique, soit celle utilisée pour alimenter votre ordinateur portable ou recharger votre iPhone. J'ai pas d'iPhone, j'ai un téléphone intelligent. Peu importe, vous comprenez. Sa puissance était supposée diminuer de moitié tous les 87,7 ans. Donc, oubliez la mission de 5 ans car son générateur était prévu d'être capable de faire fonctionner l'essentiel des sondes jusqu'en 2025. Et cette capacité de carburant à long terme, c'était pas un hasard. Parce que lorsque les sondes Voyager ont été lancées en 1977, eh bien, la NASA était confrontée à une opportunité unique. Les planètes seraient bientôt dans un alignement parfait. Tu vois-tu me mettre des planètes? Encore? Nice. Merci. Eh bien, ça arrivait juste une fois tous les 176 ans. Et cet alignement rare permettrait non seulement aux voyageurs de visiter Neptune et Uranus avec un ajustement minimal de leur trajectoire, mais donnerait également aux sondes une gravité. Et l'aide de chaque planète visitée augmenterait leur vitesse au-delà de ce qu'ils pouvaient obtenir de leur propre propulsion de fusée. Mais cependant, cette fenêtre étroite a donné à la NASA un délai strict. Il n'y avait pas assez de temps pour planifier des missions de suivi et les États-Unis ne voulaient pas consacrer suffisamment de fonds à une expédition plus longue comme celle proposée pour la première fois par le Grand
alentours de la NASA. Alors l'équipe a conçu une série de prouesses techniques pour optimiser les sondes pour une mission potentiellement plus longue. Chacune des sondes Voyager est équipée de 11 instruments scientifiques et la plupart d'entre eux ont des redondances en cas de panne de la machine, qui peuvent être activés et désactivés pour économiser de l'énergie afin d'ajuster la trajectoire et l'orientation. Et les sondes sont équipées de gyroscopes pour les instruments de référencement de stabilisation et de 16 propulseurs à hydrazine, dont 8 sauvegardes, et elles se sont avérées vitales puisque les propulseurs principaux de Voyager 2 ont cessé de fonctionner après 37 ans. Après 37 ans, ils ont dit « c'est terminé ». Et ces propulseurs de secours ont dû s'enclencher après 4 décennies d'inactivité. Les Voyagers disposent également d'ordinateurs de bord construits sur mesure qui sont obsolètes par rapport aux normes actuelles, mais qui étaient à la pointe de la technologie en 1977. Et les caméras objectifs grand angle et à angle étroit de la sonde sont contrôlées par un sous-système de commande informatique doté de programmes fixes tels la détection des défauts et routines de correction. Une autre clé du succès résidait dans ces ordinateurs, et chaque sonde avait un ordinateur appelé sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, et l'attitude fait référence aux orientations de la sonde par rapport à la Terre. Et ça, mes amis, c'est très important, parce qu'il faut toujours qu'elle pointe la Terre, sinon les informations, ça va être impossible de les recevoir de la part de la sonde ou de les envoyer vers la Terre. Les émetteurs de la sonde ont la puissance d'une ampoule de réfrigérateur et à des distances aussi immenses, leurs signaux radio deviennent à peine détectables. Les antennes de la sonde doivent donc faire face à la Terre. Comme on disait, chaque vaisseau spatial Voyager possède une antenne de 3,7 mètres. Et cette mission comportait également beaucoup d'inconnus. Pour atteindre Jupiter, les deux Voyagers devaient passer par la ceinture d'astéroïdes. Et les scientifiques pensaient autrefois que cette région déchiqueterait tout vaisseau qui tenterait de la traverser, mais les Pioneer 10 et 11 l'avaient traversée avec succès, alors ils ont pris une chance de plus. Et nous savons maintenant que c'est en grande partie un espace vide. Il n'y aura pas de problème avec le Starship s'ils veulent la traverser. Et un autre obstacle à franchir était la température. Oui, un froid extrême. Et la NASA a installé plusieurs radiateurs pour maintenir les machines opérationnelles. Mais néanmoins, alors que la puissance de la sonde diminuait, eh bien la NASA a dû éteindre certains de ses radiateurs pour économiser l'énergie. Et lorsque le radiateur des détecteurs de rayons cosmiques a été éteint il y a 2 ans, eh bien sa température a chuté de 70 degrés Celsius. Puis tout le monde pensait que l'instrument allait se briser, mais il a continué à fonctionner sans problème. Mais tout n'a pas fonctionné parfaitement, c'est bien évident. Récemment, Voyager 1 n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Malheureusement, ça s'est avéré être le signe d'un échec d'ordinateur. Et bien que les scientifiques aient pu trouver une solution de contournement en passant à une sauvegarde, il viendra un jour où il n'y aura plus de sauvegarde. Voyager 1 a voyagé plus loin que tout autre objet fabriqué par l'homme, y compris son jumeau Voyager 2. Et ces découvertes ont été une avancée monumentale dans la compréhension de notre système solaire. Et lorsque nous dirons bientôt au revoir à ces deux sondes, qui sera son successeur? Il y a déjà une proposition du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins pour une sonde interstellaire qui serait lancée en 2036 et atteindrait l'espace interstellaire. Attention, en seulement 15 ans. Mais c'est pas fait. Et ça complète votre actualité spatiale chaud. Hey, merci d'être ici à chaque semaine puis d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Je l'apprécie, mais vraiment. Et comme disait Steve Jobs cette semaine, je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui ont du succès de ceux qui n'en ont pas est la persévérance. C'est tellement beau. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions, les plus grandes folies que vous avez. La vie est courte, profitez-en. Puis n'oubliez pas d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence. Maintenant, adios, amigos. Autopilot activated.